Le paradoxe qui nous préoccupe aujourd'hui et auquel l'enfant ayant subi un acte sexuel avec un adulte peut être confronté est celui de la contradiction, pour le moins de l'écart, entre l'image de l'enfant violenté sexuellement, reflétée dans le miroir judiciaire, et la perception intérieure abîmée, souvent incertaine et toujours paradoxale, que l'enfant victime a de lui-même et du bien fondé de ses relations avec l'adulte agresseur. On comprend aisément que les mouvements paradoxaux chez l'enfant, entraînés par le vécu même d'abus sexuels, se voient soutenus par certaines décisions de justice qui vont venir ainsi renforcer son malaise, son trouble dans la vie. Ce paradoxe va donc favoriser la production et le maintien de la symptomatologie associée au système de protection interne au sujet, notamment aux mécanismes de défense inconscients bien connus que sont le déni de la réalité, le clivage, l'identification à l'agresseur ou celui encore d'introjection du sentiment de culpabilité. Donc, cet aménagement défensif interne au sujet est plus ou moins invalidant et entravant pour ses aptitudes cognitives, affectives, relationnelles et sensorielles à mener une vie, disons, plutôt tranquille. Cette relativité, d'ailleurs, a été exposée tout à l'heure très clairement par Hélène Romano. Donc, cet aménagement défensif donc, est plus ou moins invalidant et donc entravant. Et alors, il est à plus forte raison chez l'enfant, car possiblement constitutif de l'organisation ultérieure de sa personnalité, s'il n'est pas remanié par une protection, un soin idéalement précoce, efficace, protection à laquelle, parmi d'autres, la réponse judiciaire peut participer. Alors je dis parmi d'autres, car évidemment, la justice n'est pas seule protectrice de l'enfant. Les premiers protecteurs restant, dans le meilleur des cas, les parents, la famille, l'école, la PMI, voilà, etc. Et d'une victime à l'autre, la décision de justice n'aura pas le même poids, la même valeur, la même fonction, éventuellement restauratrice, ou à l'inverse, renforçatrice du malaise. Donc, en voulant préparer mon introduction au transfert de culpabilité, alors je ne sais pas d'ailleurs si tu parleras de transfert de sentiment de culpabilité ou du transfert de culpabilité, je me suis posé la question, donc qui va être développé par Charlotte, je me suis demandé, transfert de culpabilité, oui, mais de quel point de vue ? De l'enfant ou de l'adulte ? Alors, pour rappel, le transfert, c'est quoi ? C'est la répétition dans la relation à l'autre d'une réalité psychique. La répétition dans une relation à l'autre d'une réalité psychique. D'autres précisions pourraient être données, mais pour rester aborder simplement ce phénomène-là, on va le qualifier comme ça. Donc maintenant, je vais par deux courtes vignettes cliniques aborder les deux versants de ce transfert de culpabilité, donc du point de vue de l'enfant ou de celui de l'adulte. Une femme d'une vingtaine d'années me disait il y a fort longtemps, lors de notre première rencontre en vue d'un travail en psychothérapie, « Je ne sais pas si je suis bien à ma place en venant ici. » Et quelques semaines plus tard, « Ça me fait du mal quand je viens vous voir. » Enfant, elle allait tous les week-ends chez son oncle qui l'agressait sexuellement. Cette jeune femme transférait sur le cadre de la psychothérapie et sur moi-même ses interrogations et le sentiment de culpabilité qu'elle avait éprouvé à rejoindre son oncle pédophile. Elle transférait sur le monde extérieur
son questionnement d'enfant restait identique et jusqu'alors sans réponse. Est-ce que je suis bien à ma place ? Ce qui témoigne de l'insuffisance de son discernement, puisqu'on en parlait pour y répondre. Et elle transférait également donc la représentation inconsciente de la culpabilité de l'agresseur. J'ai mal quand je viens vous voir. Formulation qui raconte à la fois la douleur subie, vous me faites mal, et la conduite active de sa part, je viens vous voir. Je précise représentation inconsciente car cette jeune femme a longtemps daigné pouvoir qualifier son oncle d'agresseur sexuel pour des raisons que je ne développerai pas ici mais qui ont été abordées également déjà dans la première partie du colloque et qui font la complexité des situations d'enfants, d'adolescents victimes que nous sommes amenés à rencontrer dans nos pratiques. Donc le transfert de culpabilité dans ce sens-là, et c'est mon expérience, est la voie pertinente, est une voie pertinente, pas la voie, c'est une erreur, est une voie pertinente pour travailler avec la personne victime sur la reconnaissance de la culpabilité de l'agresseur. C'est un outil dont on se sert en tant que clinicien et en psychanalyse pour aider le sujet à identifier ces mécanismes-là chez lui et donc à l'en dégager. Pour introduire maintenant l'axe qui sera développé largement ensuite, celui du transfert de culpabilité de l'adulte agresseur sur l'enfant victime, je vais vous dire maintenant un mot d'Éléona, 13 ans, que je reçois 2 fois par semaine au CMP. Oui, je n'ai pas précisé, je travaille en pédopsychiatrie pour l'hôpital de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, et notamment en CMP. Ah, c'est marqué. Oui, je ne sais pas. Donc, Éléona, 13 ans, dans les premières séances, me demande « J'ai une question. Pourquoi les gens veulent-ils se suicider ?» Sur mes interrogations, elle raconte qu'elle a un ami qui a tenté de se suicider à cause d'une copine à elle. Cette question venait condenser et soulever à la fois ses idées noires, son questionnement sur sa propre culpabilité dans les viols, et plus précisément, en posant cette question, elle en est venue à en formuler une autre, la vraie, qu'elle se pose au fond. Pourquoi ces jeunes qu'elle connaissait voulaient-ils la violer ? Question qui interroge chez elle sa sexualité émergente dans la phase de puberté où elle se trouve, son pouvoir de séduction et d'attraction sexuelle, ainsi que, et c'est sur ce point-là en particulier que j'attire votre attention, l'intériorité de ces jeunes gens. Une partie restée pour elle énigmatique, vide de sens, et vidée probablement en partie par le phénomène psychique inconscient de transfert de culpabilité. Donc pour aller plus loin, ces 2 dimensions de la culpabilité, on peut se demander si elles ne sont pas les 2 versants indissociables et toujours présents dans ces situations. Culpabilité insupportable dont l'agresseur se décharge sur la victime, dans un premier temps, puis en répétition de la victime sur l'autre, le thérapeute dans notre cas. À la lumière de ce que je viens de vous exposer, que peut produire une décision de justice qui laisse entendre que l'enfant a consenti ? Évidemment, renforcer le sentiment de culpabilité de la victime, soutenir ces différents transferts-là que j'ai essayé un peu de vous illustrer. Alors, transfert de l'agresseur sur la victime et d'autres victimes potentielles. Celui du transfert par la victime de la culpabilité sur d'autres enfants et les agresser à son tour. Ou encore conduire à des situations où l'enfant et l'adulte qui devient se retrouvent
dans des situations de mise en danger sexuel, répétant ainsi « la situation traumatique restait trouble ». C'est toutes ces questions que pose le paradoxe que nous abordons dans ce colloque, et Charlotte Marot va développer donc plus avant des éléments de réponse, en particulier donc autour du phénomène de transfert de culpabilité. Charlotte, donc, avec qui j'ai travaillé il y a maintenant de nombreuses années, notamment j'ai repensé en binôme auprès de familles et dans le cadre d'un groupe thérapeutique qu'on menait ensemble auprès d'adultes anciennes victimes de maltraitance sexuelle et en particulier d'inceste, c'est vrai. Donc tu es un docteur en psychologie, alors c'est peut-être écrit parce que moi je ne regarde pas, mais docteur en psychologie, ça viendra après, donc bon, je peux le dire quand même, hein. Donc tu es docteur en psychologie, ton champ de recherche porte de façon privilégiée sur les maltraitances à enfants et tu travailles en MEX. Voilà, tu étais amicalement venue lors d'un premier colloque qui parlait de l'inceste et tu reviens aujourd'hui et merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je vais me lever parce que comme je suis aussi prof, j'ai l'habitude. D'abord, je remercie l'association de m'avoir conviée à nouveau. Je trouve très important qu'on puisse croiser des regards comme ça. Et je trouve très important qu'on puisse s'interroger sur pourquoi on est là. Pourquoi on en est encore à se demander pourquoi les violences sexuelles ne sont pas parlées, ne sont pas condamnées, tout particulièrement envers les enfants. Donc effectivement, dans mon parcours, j'ai travaillé longtemps en MEX, donc ce sont les enfants placés qui vivent des violences sexuelles. J'ai travaillé en PMI, j'ai fait pas mal de missions humanitaires dans lesquelles la violence sexuelle était finalement la seule qu'on puisse aborder parce que les autres formes de maltraitance n'étaient pas considérées comme des violences. Mais même là, la question du déni, la question de l'aspect non entendable était frappant. Donc voilà, quand Pascal Cussig est venu vers moi et a évoqué ce sujet autour de la qualification trop fréquente en atteinte sexuelle, de violences bien plus graves, relevant du viol, parce que finalement on ne peut pas démontrer une contrainte, ce qui revient à dire qu'un enfant serait consentant, je me suis dit voilà, c'est la double peine. Puisqu'on sait très bien quand on est psychologue que quand on vit une violence, et tout particulièrement une violence sexuelle, on se sent coupable, pour des raisons que je vais essayer de développer là. Et que donc renvoyer au niveau judiciaire, oui mais attends, si tu n'as pas crié, s'il n'a pas fallu te menacer, t'attacher, bon bah c'est que finalement c'est moins grave, c'est que finalement peut-être tu étais en partie consentant, c'est aggraver une blessure psychique, pour reprendre les termes d'Hélène Romano. Donc, culpabilité et violence sexuelle. Je travaille avec des femmes, avec des enfants. Il y a vraiment quelque chose de tout à fait spécifique dans la violence sexuelle. J'ai essayé, même si c'est très compliqué, parce que ça touche à la philosophie, à la loi, à la psychologie, de faire une petite distinction entre honte, culpabilité et responsabilité. La honte, c'est vraiment une construction sociale. Nous sommes en France et dans un certain nombre de sociétés structurées, qu'on le veuille ou non, tout comme j'avais tout à l'heure un échange autour de la psychanalyse qui a ouvert des chemins fabuleux de compréhension, mais qui porte aussi en elle une transmission comme ça de certains éléments qui peuvent être culpabilisants. On est imprégné d'une civilisation judéo-chrétienne dans laquelle aborder la sexualité est extrêmement complexe et dans laquelle la sexualité de l'enfant, qu'elle soit subie ou agie, c'est-à-dire on pourrait parler à un petit garçon qui tire sur son zizi à 4 ans, on voyait vraiment rien de préoccupant, c'est impensable. Voilà. On est sur des choses qui font tabou, qui font impensable, qui font déni. Donc la honte est une construction sociale. Et donc le fait d'avoir honte parce que quelqu'un a mis la main dans votre culotte quand vous avez 5 ans, que ça vous a mis très mal à l'aise parce que c'est un homme qui était dans la boulangerie et que vous voudriez en parler mais vous vous sentez très mal, ça tient à des mécanismes psychiques dont on va parler, de différence entre l'adulte et l'enfant. Et d'une structuration où finalement, et j'ai bien peur que même l'école contribue à ça, l'enfant ne remet pas en cause le point de vue et la posture de l'adulte et intériorise que c'est lui qui a dû faire une erreur. Mais ça vient aussi de cette idée que ce qui est sexuel est sale, est mauvais, est dangereux et que l'enfant en a forcément la responsabilité. C'est-à-dire qu'en fait, si je suis attouchée, si je suis violentée et que ça renvoie à quelque chose de sexuel, alors je suis coupable. Moi, j'avais été très frappée, justement, quand on parle de l'inceste, comment se rendre compte. Un enfant à 5-6 ans, il est attouché par son parent, le parent ne lui fait pas forcément mal, mais il est très perturbé par ce qui se passe là. Il pense que c'est normal, il pense que c'est partout comme ça. Et c'est au moment où il en parle et qu'il voit des réactions d'effroi,
de par la dame de cantine à qui il en a parlé, même de par la directrice de l'école maternelle, qui va concevoir une culpabilité. En se disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui est si grave? Pourquoi ça m'arrive à moi? Un petit peu comme l'adolescente dont tu parles, mais pourquoi eux, ils me violeraient? Et est-ce que tout le monde pourrait faire ça? Qu'est-ce qu'il y a en moi qui suscite le viol? Alors que ce n'est pas du tout comme ça qu'il faudrait le penser. Donc la honte, c'est vraiment une construction sociale qui va varier en fonction des pays, en fonction des familles. Vous n'aurez pas la même dimension de honte autour de ces questions-là. Alors que la culpabilité, c'est un affect qui relève d'un processus d'attribution de responsabilité. Est-ce que je me sens coupable par rapport à tel acte? Mettons qu'on demande à un enfant de 6 ans de garder son enfant de 2 ans et que l'enfant tombe dans l'escalier et que sa mère s'énerve beaucoup après lui en disant « mais tu te rends compte, tu devais le garder », il va se sentir coupable parce qu'on lui a attribué la responsabilité de cet enfant. Alors que probablement pénalement, on ne considérera pas qu'un enfant de 6 ans était responsable d'un enfant de 2 ans. Ce n'était pas à lui de tenir cette place-là. Pourtant, il va se sentir extrêmement coupable parce qu'il aime son petit frère, parce qu'il a confiance dans sa maman. Donc, au niveau de la violence sexuelle, non seulement vous allez vous sentir coupable de vous retrouver dans cette relation particulière avec un adulte, tout particulièrement quand c'est chronique, parce que vous percevez bien qu'il y a quelque chose d'anormal, mais que vous n'êtes pas en capacité de le dépasser ou de le comprendre, mais vous percevez que vous êtes porteur comme ça de quelque chose qui dérange. Mais en plus, si vous parlez, vous vous sentez coupable de déstructurer le milieu. Et donc la responsabilité, c'est une qualification juridique qui renvoie un peu à ce que disaient les juristes autour du discernement. Est-ce que finalement j'ai un handicap grave, donc on va considérer que je ne suis pas responsable? Mais il y a quand même des choses à penser. Mon témoignage, pour autant, a toute sa valeur. Et puis je suis la première, j'ai beaucoup travaillé en psychiatrie aussi, à être très intéressée par la question de la psychose. On peut être dans un acte psychotique non responsable d'un acte. Pour autant, il est très important de réaliser ce qu'on a posé comme acte, la gravité que ça représente. Voilà. Mais cette responsabilité est une qualification juridique qui va directement influer sur la potentielle condamnation. Donc je pars du niveau intrapsychique pour voir après comment ça s'intrique à un niveau social. Un enfant, on l'a vu, c'est un être extrêmement immature, moi c'est ce qui me fascine. Plusieurs choses, on ne peut pas se développer sans l'autre, c'est-à-dire un mammifère va se lever très rapidement, va suivre sa mère, va pouvoir allaiter, enfin se nourrir auprès de sa mère. Un tout petit, il faut le protéger, le porter, il est extraordinairement dépendant pendant des mois, des années, et c'est ce qui permet à notre cerveau de se spécialiser en fonction de ce que l'environnement lui propose. C'est ce qui fait que nous soyons des mammifères aussi élaborés. Ça nous rend extrêmement immatures, extrêmement dépendants au milieu extérieur. C'est-à-dire que réellement, la peur d'abandon est une peur fondamentale. Même si entre 2 et 4 ans, je m'oppose, je dis non, je ne veux pas, t'es méchante maman, moi je préfère les parents du copain, je suis terrorisée dès qu'on m'abandonne. Donc il y a un premier mouvement qui fait que j'ai absolument besoin, on connaît bien ce clivage, un clivage c'est un terme de psychanalyse comme ça pour dire qu'on voit tout en tout bon ou en tout mauvais. Le petit enfant, il a son doudou qui le protège des monstres. Quand je suis petit, mon idée, c'est que mes parents, mes grands-parents, mon enseignant, enfin les personnes qui sont importantes pour moi, sont des bons objets. Sont des gens à même de me protéger, à même de résoudre des peurs complètement archaïques. J'ai peur de m'endormir, de jamais me réveiller, j'ai peur de me faire bouffer, j'ai peur de disparaître, j'ai des angoisses de néantisation, les angoisses inimaginables dont parle très bien Winnicott. Et donc, c'est grâce à ces donneurs de soins, qui généralement sont un filtre par rapport à la violence extérieure, que je me rassure. Dans une grande majorité des cas, si je ne me trompe pas, 85% des violences sexuelles sont intrafamiliales, vous recevez une violence inimaginable de la part d'un donneur de soins, de la part de quelqu'un qui est très important pour vous, c'est-à-dire d'un parent, d'un beau-père, d'un grand-père, plus rarement d'un prêtre ou d'un enseignant, qui va avoir accès comme ça, mais qui a une relation privilégiée avec vous. Donc vous avez 2 options. Soit vous partez du fait que c'est un méchant, c'est un mauvais objet, c'est pas bien ce qu'il a fait, et vous le dénoncez, ce qui va vous protéger. Pour faire ça, il faut déjà avoir conscience que ce qui se passe n'est pas bien, ce qui n'est pas du tout évident. Il faut que vous ayez l'âge, la maturité psychique, les éléments de compréhension pour voir que ce qui se produit là est inacceptable. Et de 2, il faut être en capacité de remettre en cause l'adulte dans son positionnement, d'attaquer le système qui garantit votre survie. C'est-à-dire, si je dis papa est un mauvais objet, ça veut dire que tous les jours je vis avec papa, que j'ai peur qu'il me détruise. C'est quelqu'un de mauvais qui pourrait me détruire tout le temps. Je ne dors plus, je ne vis plus. Donc dans la majorité des cas, je réhabilite l'agresseur en disant que c'est un bon objet. Il est forcément bien, il sait ce qu'il fait, donc c'est moi. Donc il y a un problème avec moi. C'est ça le fondement de ce que Ferenczi appelle l'introjection de la culpabilité. Ce n'est pas une intériorisation, une identification comme quand on se construit tout petit puis qu'on prend la grimace du grand-père, les expressions de la maman. C'est de l'introjection, je la bouffe, la culpabilité, je la mets à l'intérieur. Je ne sais pas quoi faire de cet acte tellement il me déborde, tellement il me terrorise, donc je l'avale.
Et c'est d'autant plus favorisé par effectivement ce système sociétal dans lequel, quand un enfant reçoit une fessée, par exemple, on lui dit c'est de ta faute, tu m'as poussé à bout. Hein. On est constamment culpabilisé ou responsabilisé. C'est pas tout à fait la même chose. Je trouve qu'il faut responsabiliser les enfants, hein. Leur expliquer que quand ils font des bêtises, bon, voilà, il y a des conséquences. Mais la violence, qui elle reste inacceptable. Hein. Très important, moi je distingue toujours la violence, le conflit, la haine, on n'est pas du tout dans la même chose. La violence qui est un débordement de l'adulte, et ça pourrait arriver à tout le monde, on ne va pas stigmatiser. Un parent peut être à un moment complètement débordé, se mettre à crier ou à donner une gifle à son enfant. Ça, c'est de la violence. Donc on le rediscute après, bon ben voilà, j'étais énervée, j'aurais pas dû. Mais dans beaucoup de cas, ça va être justifié. Ça va être c'est parce que tu m'as poussé à bout, c'est parce que tu es insupportable, c'est parce que tu es méchant que tu es battu, hein, globalement. Donc même si l'agresseur, ce qui est pourtant assez régulièrement le cas, n'a pas dit à l'enfant « c'est parce que tu es mauvais que tu es violé », son psychisme est déjà prédisposé à intérioriser que la violence qui lui arrive, les souffrances qu'il endure sont de sa responsabilité. Parce qu'il faut le dire, la culture judéo-chrétienne est basée là-dessus. Hein. Nous sommes pécheurs, nous avons fauté, nous avons une culpabilité à expier, et il y a quelque chose comme ça qui... Enfin, moi, je suis toujours, comme beaucoup de gens qui ont travaillé sur le psychotraumatisme, je me suis rendue à Auschwitz, je trouve très importante la question de l'Holocauste. Mais quand j'entends des gens dire, finalement, c'est un châtiment qu'on méritait, je dis, non, mais on ne peut pas penser ça, quoi. C'est pas possible d'avoir à ce point intériorisé la culpabilité. Et c'est pour vous montrer quand même où on est. On est dans un système où, finalement, les violences qui m'arriveraient seraient justifiées, hein, par quelque chose que j'aurais fait moi, une faute quelque part. Hein. Et ça, c'est au-delà de juste la relation de l'agresseur et de l'agressé. Et si je parle de société comme ça, c'est parce que je pense que les lois que nous définissons sont directement en lien avec cette imprégnation sociale. Un exemple, le viol conjugal. Hein. Il n'a été inscrit dans la loi, si je me trompe, arrêtez-moi, qu'en 2006. Hein. Avant, vous étiez mariés, c'était de votre devoir d'accepter un rapport sexuel, que vous soyez d'accord ou pas. 2006. Hein. Donc cette question comme ça des violences sexuelles et de la place qu'on leur fait, c'est essentiel. Donc voilà, Sandor Ferenczi nous dit il n'a pas tellement de choix, l'enfant. Il prend sur lui la culpabilité de l'adulte. Hein. Il devient coupable à la place de l'adulte, c'est sa responsabilité. Il nous décrit également un phénomène que je trouve que Muriel Salmona développe bien avec les colonisations de la pensée, qui est l'identification à l'agresseur. Ce que décrit Béatrice Baizidi avec cette jeune fille, enfin c'est une enfant, qui allait d'elle-même voir l'oncle, comme ça, tous les week-ends, et qui ressent le caractère aberrant, inadapté de ce comportement et qui l'exprime comme ça dans un transfert dans la relation, c'est ce qui se passe dans l'identification à l'agresseur. Vous avez une telle différence de développement psychosexuel, d'emprise, quelquefois, quand il s'agit effectivement de mécanismes pervers, entre l'adulte et l'enfant, qu'il est absolument incapable de se remettre en cause et qu'il va se soumettre à la pensée de l'agresseur. Je suis violée tous les mercredis dans tel bureau quand ma maman n'est pas là, je vais comme un robot tous les mercredis devant la porte de ce bureau pour être violée. Effectivement, c'est quelque chose qui déroute beaucoup les travailleurs sociaux, hein, et d'où l'intérêt d'être formé. Et croyez-moi, je n'y vais pas parce que je suis contente de ce qui va m'arriver. Je n'y vais pas parce que je consens à la violence sexuelle. C'est presque une forme de lavage de cerveau. Je ne m'appartiens plus. J'anticipe les besoins de mon agresseur. Combien de femmes ayant été violées enfants ou d'hommes, mais ils ont tellement de mal à parler, les hommes. J'invite les hommes à parler. Ont du mal à évoquer ces choses-là, vous disent, voilà, je me souviens très bien quand j'étais enfant, ils rentraient dans la chambre et puis c'était des pénétrations digitales et de moi-même, je me revois retirer ma culotte. Je retirais ma culotte parce que je savais ce qui allait se passer. Et je me déteste. Pourquoi est-ce que je retirais ma culotte ? Et ce sont des gestes qui s'imposent parce qu'il y a une soumission, comme ça, hein, à la pensée de l'agresseur, dans une identification qui pourra avoir deux destins, mais c'est pas, faut quand même se rassurer aussi, c'est pas un destin absolu. Il faut accompagner les victimes de violences sexuelles parce qu'elles ont été effractées, hein, mais la vie répare, les rencontres réparent. Hein. Mais les deux risques qu'on redoute beaucoup, c'est l'identification à l'agresseur, où je risque de reproduire, et on voit effectivement des adolescents, des mineurs mimer des actes sexuels, voire les imposer, hein, à d'autres enfants. Et puis le masochisme, c'est-à-dire j'ai été maltraitée par mon père et puis je choisis que des conjoints qui me maltraitent. Hein. Je poursuis comme ça un cycle où j'estime ne pas valoir autre chose que ce que j'ai reçu jusqu'ici. Hein. Donc ça veut dire que psychiquement, on a vraiment des dimensions entières de ce rapport au consentement, de ce rapport à la réalité qui sont déstructurées, hein, et qui nécessitent un long travail de reconstruction. Donc ça, c'est l'introjection à la culpabilité qui se joue surtout dans la petite enfance. Alors, on ne va pas parler d'un enfant d'1 an et demi, hein, mais dès l'âge de 4-5 ans, hein, jusqu'à l'âge de la puberté, 12-13 ans, où là, à la puberté, je peux un petit peu comprendre ce que c'est que la sexualité. Pour autant, ça ne veut pas dire, hein, que je sois vraiment libre, hein, dans mon mouvement, mais ça fait une différence. Je vais être très souvent
presque systématiquement dans ce fonctionnement-là. Et puis, il y a le syndrome d'emprise. Il faut que j'aille plus vite, je crois. Mais oui. Bon, le syndrome d'emprise, on connaît bien. C'est comme celui de la violence conjugale. Vous savez, c'est tension, crise, justification, et puis après la lune de miel. En gros, la personne qui vous agresse va vous transférer la culpabilité, va vous expliquer comment c'est vous qui êtes responsable. J'avais accompagné un enfant qui me disait, le prêtre, à chaque fois qu'il me violait, me disait, c'est Dieu qui te punit. Comme ça, un transfert. Et donc, Muriel Salmona qui dit, à force, la victime est colonisée par les pensées de l'agresseur. Il y a des pensées qui s'imposent à elle, qui sont des pensées perverses, violentes, sordides. Et donc, elle se sent mauvaise. La victime se dit, mais c'est moi qui ai ces pensées-là de meurtre, de viol. Ces pensées ne lui appartiennent pas. Ces pensées ont été projetées en elle, parce que surtout dans le viol, surtout dans l'attouchement sexuel, vous avez des décharges pulsionnelles, physiquement, vraiment, des choses qui vous traversent, comme ça. Et ce qu'on ne peut pas élaborer physiquement, ça s'impose sous forme d'image dans la tête. C'est bien connu. Donc, du coup, j'avance. Au niveau des implications sociales, la violence sexuelle, c'est un impensable en ce qu'elle porte atteinte à la structure de la société et de la famille, tout particulièrement dans nos sociétés. Quelqu'un qui révèle un inceste, il fait voler en éclats le système familial. Du coup, le premier enjeu de la famille ou de la société, c'est de le minimiser. Ça n'est jamais arrivé, c'est pas vrai ou c'était rien. C'est du touche-pipi. Combien de fois j'ai accompagné des histoires d'inceste frère-sœur, comme ça qu'un grand de 15 ans qui veut faire des fellations à la petite de 9 ans, les parents vous soutiennent que c'est du touche-pipi, c'est rien, c'est pas grave. Parce que sinon, poser le mot d'inceste dans leur famille, reconnaître que leur grand-fils peut être à ce point perturbé qu'il impose ça à sa sœur, c'est tout leur système familial qui s'effondre. Donc dans une société, reconnaître qu'il y a beaucoup d'enfants abusés par un nombre très varié d'adultes, y compris des gens qui ont de l'éducation, du pouvoir, c'est inacceptable, c'est impensable. Donc vous aurez d'abord toute une lame de fond qui vise à le dénier, qui vise à le minimiser, pour ne pas remettre un système en cause. Et ensuite, lorsque les faits sont établis et la réalité incontournable, je pensais à cette description du sperme sur les vêtements, là quand même, on ne va pas commencer à nous dire que ça ne s'est pas passé, alors on va essayer de faire un transfert de responsabilité sur la victime. On va essayer de dire, oui, mais finalement, tu t'es pas opposé. Oui, mais finalement, ta jupe était courte. Oui, mais finalement, enfin voilà. Et jusqu'à un point, qui frise l'indécence, vraiment. L'obscénité. C'est-à-dire que s'entendre dire qu'on a pris du plaisir, qu'on est finalement content, alors qu'on a été drogué, qu'on a été... Enfin, voilà, on arrive jusqu'à des choses de ce type. Surtout pour ne pas faire exister cette réalité de la violence sexuelle qui est particulièrement taboue quand elle s'applique aux enfants et qui salirait la société dans son ensemble. Et donc, je termine avec les implications juridiques. La loi, c'est ce qui désigne et qui condamne un acte qui porte atteinte à l'intégrité d'une personne. C'est ma façon de le mettre en mots, c'est ma façon de psy. Désigner, est-ce que je parle de viol ou pas? Est-ce que je parle d'atteinte, d'agression sexuelle? Parce que ça change tout. Et en fonction du terme que je retiens, je vais pouvoir condamner. Mais je vais condamner en fonction de ce que j'ai évalué de la responsabilité, qui a un impact direct. Donc, et c'est ma conclusion, parce que j'ai voulu trop en dire et je n'avais pas beaucoup de temps, si on exige de l'enfant victime de violences sexuelles qu'il démontre l'existence d'une contrainte, si on lui pose des questions pour s'assurer qu'il a dû subir une autre forme de violence pour finalement permettre à l'agresseur d'accéder à cet acte sexuel, alors on lui attribue une responsabilité dans la violence qu'il a reçue. Alors quelque part, alors qu'on devrait lui dire ce qui s'est passé, c'est pas de ta faute, et tu sais, la personne qui a fait ça, elle n'a pas le droit de le faire, et on la laissera plus le refaire. C'est ça qu'il faudrait dire à un enfant. Sans lui dire, mais t'es sûr? Mais t'as pas crié, tu t'es pas débattu? L'enfant, il sait encore moins. Déjà, vous vous rendez compte de l'effort que ça lui représente de parler, de remettre en cause l'adulte, de s'exposer devant des gens qu'il ne connaît pas, de parler de sensations qu'il comprend à peine. Et là, on lui dit, t'es bien sûr? Et puis après tout, finalement, t'as rien dit, quoi. On est dans quelque chose où psychiquement, pour moi, on redouble le traumatisme, potentiellement. Donc voilà, elle renforce le processus de transfert de culpabilité déjà à l'œuvre sur le plan intrapsychique. Je viens à vous en me sentant coupable. Ma révélation est difficile. Je vous évoque des faits dramatiques. Et la première chose que vous faites, c'est... Ce que je veux dire, on n'est jamais certain. Je suis d'accord, réalité psychique, réalité des faits. Mais j'écoute un enfant tel qu'il vient me le dire. Je prends tout ce qu'il a à me dire et je ne le remets pas en cause. Si ma premier mouvement, c'est oh, « mais attends, tu n'as pas crié, tu t'es pas débattu », alors... Spontanément, l'enfant peut finalement se dire « bah oui, c'est vrai, c'est de ma faute ». Donc si on est ici aujourd'hui, c'est pour qu'un enfant ait plus besoin de se dire ça. Voilà, merci.